Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie. Allez vous abonner sur toutes les plateformes. On est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur toutes les plateformes audio où vous aimez télécharger vos balados préférés. Puis franchement, depuis la fin de l'année prochaine, les chiffres n'arrêtent d'augmenter. Donc, on vous apprécie. Merci beaucoup. Salim, ça va bien? Ça va bien. Tu voulais sans doute dire la fin de l'année dernière, pas prochaine, mais oui. Prochaine. Okay, ouais. Écoute, ça va bien. Puis je suis très heureux parce qu'effectivement, les chiffres n'arrêtent pas de monter. Les messages textes n'arrêtent pas de rentrer. Les messages d'encouragement sont très bons. Alors, on est très heureux. Et on est très heureux parce que, dans le fond, on partage cette passion qu'on a pour la politique. Et on le fait avec beaucoup de sincérité. Je crois que les gens le remarquent. Et je te dirais que c'est sûr que dans les dernières semaines, on a fait un coup du chapeau, un hat-trick, parce qu'on a eu 3 invités. Puis aujourd'hui, on est chanceux, on fait un grand chelem. on a un 4e invité, puis un autre invité de marque. Mais tu sais quelque chose, Salim, on apprend évidemment. Hein? Donc là, on a appris que durant la période où les sessions parlementaires sont pas ouvertes, mais c'est l'opportunité d'aller chercher tous les députés, de leur dire, écoutez, venez nous voir, là, on n'est pas loin. Et effectivement, on a un invité que moi, personnellement, j'adore. C'est un député au fédéral, je vais te laisser l'introduire, mais je l'ai connu au provincial parce qu'il a fait les deux. Puis je vous assure, là, tout le monde là que vous écoutez, je vous garantis, je vous assure, trouvez le verbe que vous voulez, il n'existe pas personne autre dans votre vie qui est aussi souriante, aussi encourageante, aussi positive. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cette personne-là est ici avec nous. Je te laisse l'introduire. Écoute, tu l'as déjà très bien introduit. Notre invité aujourd'hui, c'est le député de Bourassa, Emmanuel Dubourg. Emmanuel Dubourg nous fait l'honneur de venir faire une petite discussion avec nous aujourd'hui. Emmanuel, on va parler de son parcours, mais les gens, le public l'a connu déjà quand il s'est fait élire au provincial avec le Parti libéral du Québec, puis a fait le saut au fédéral. Il va nous en parler tantôt avec le Parti libéral du Canada. Il a occupé des fonctions très importantes, parlementaires et de secrétaire parlementaire aussi, où il a touché à des dossiers où les premiers ministres que les premiers ministres lui ont confiés personnellement. Et effectivement, Emmanuel est quelqu'un qui est très apprécié, non pas juste par les gens qui le côtoient, sa circonscription, les gens l'adorent, on le sait bien, mais aussi par ses adversaires politiques qui le respectent beaucoup. Emmanuel, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Salim et Georges. Quelle belle introduction. Merci pour l'invitation. Je dois vous dire, c'est mon premier balado. Donc, je suis très heureux d'être ici. Donc, alors, je suis entre vos mains, messieurs. Non, premièrement, merci d'être là. Ça fait un bout qu'on s'est pas vu. On se voyait très souvent parce que pour ceux qui s'intéressent, Emmanuel Dubourg était élu au provincial dans le comté de Viau, qui était le comté voisin de Laurier-Dorion. Donc, où tu travaillais. Exactement. Donc, on se voyait beaucoup, on travaillait beaucoup ensemble. On avait des dossiers communs. Donc, on a pris beaucoup à le connaître et évidemment, on travaillait ensemble. Puis, ça nous a fait un peu de la peine quand il a décidé de faire le saut au fédéral. Mais franchement, quand tu dis que je vais aller prendre le comté de Bourassa, on dit, oui, tu vas aller voir. Attends, toi, tu dis que ça t'a fait de la peine. Non, moi, j'étais content pour lui quand il est allé. Évidemment, tu voulais le continuer de l'avoir avec ton parti, c'est évident, mais il allait apporter autre chose, à un autre niveau de gouvernement, avec une autre équipe, puis il est resté le même. Alors ça, c'est parfait. Alors, tu disais que tu es entre nos mains, on va te cuisiner. Emmanuel, d'accord. OK. Premièrement, comment tu vas? Parce que ça fait longtemps, puis c'est bien de te revoir. Oui, merci, mais je vais très bien et vous le voyez,
je suis très heureux et ça continue de la même façon. Et je pense que j'ai toujours été bien entouré, là, que ce soit avec mes employés au bureau, les collègues, là, bon, les adversaires et j'aime ça. Et quel que soit l'endroit où je passe, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans la vie politique ou dans l'enseignement, mais j'ai toujours aimé ces milieux-là, travailler et puis avoir certaines réalisations et puis laisser nos marques, laisser nos traces aussi un peu partout où on passe. Donc, Mais alors justement, Emmanuel, regarde, il y a beaucoup de monde qui te connaissent, puis on sait qu'il y a aussi beaucoup d'initiés à la politique qui écoutent notre podcast. Mais j'aimerais ça quand même qu'on fasse un tour d'horizon rapide, un peu sur ton parcours. Tu sais, parle-nous un petit peu de toi. Alors, on sait que tu es né en Haïti, on sait que tu es très fier de tes origines, on sait aussi qu'on t'a donné des fonctions aussi qui étaient en lien avec Haïti, tant au provincial qu'au fédéral d'ailleurs. Exact, c'est vrai. Et ça a été très important pour la diaspora canadienne d'origine haïtienne. Oui. Mais alors, t'es né en Haïti, t'es québécois-canadien d'adoption. Parle-nous d'Emmanuel, un petit peu son parcours. Là, résume-nous ça un peu. Ben, mon parcours, je dois vous dire tout de suite en commençant que cette année 2024, ben, ça fait 50 ans que je suis au Québec. 50 ans au Québec. Et ce qui m'a permis d'arriver ici, j'avais déjà des frères et sœurs qui étaient à Montréal, mais c'est que le très honorable Pierre Elliott Trudeau, à l'époque, avait mis un programme en immigration qui s'appelait Opération Mon Pays. Et ce qui a permis à environ 30 000 personnes de régulariser leur situation ici. Et j'avais déjà des frères et sœurs, et à ce moment-là, ils ont fait des démarches pour faire rentrer tout le restant de la famille. Et je suis arrivé en 74 là avec ma mère ici. Je suis d'une famille, en passant, ma mère a eu 10 enfants. Oh, et il n'y avait pas de télévision. Non. Mais, et moi, je suis, comme on dit ici, le bébé. Mais c'est parce que mon père, 3 mois après ma naissance, mon père est décédé. Okay. Et il avait 45 ans environ. Et ma mère avait 40 ans. Imaginez-vous, à 40 ans, avoir déjà 10 enfants. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'était les grosses familles. Et puis, arrivé ici, bon, j'ai complété mes études secondaires. D'ailleurs, arrivé à Montréal, j'ai habité dans Montréal-Nord. Direct. Et Parfait. Première école secondaire fréquentée, c'est Henri Louis Bourassa? Jo. Non, Louis Jo dans Saint-Michel, dans le quartier dans Saint-Michel. Et peu après, ma famille a déménagé un peu plus à Montréal-Nord. Et là, j'ai terminé mes études au collège, à la polyvalente Henri Bourassa, qu'on appelait polyvalente à l'époque. Henri Bourassa à Montréal-Nord. J'ai fait le cégep. Mais il faut dire que un trait que les gens ne connaissent pas, c'est que il y a un petit côté artistique quand même chez moi. Parce que depuis Haïti, j'avais une guitare, puis arrivé à Montréal jeune, au secondaire, je faisais partie d'un orchestre. J'étais même président du comité Haïti-Québec en secondaire 4. Ouais. Et on faisait des activités de danse folklorique avec les Québécois. On mélangeait tout ça. Donc, ce côté-là était toujours là. Et par après, bon, j'ai fait du théâtre. J'ai été au TNM, au Théâtre du Nouveau Monde. Ah. J'ai fait du théâtre. Et puis, bon, là, de fil en aiguille. Mais ça, je pense que ces éléments-là m'ont servi aussi en politique. Ah oui, absolument. Parce que quand on se présente là en chambre, les discours pour capter l'attention, l'intérêt des gens... Il y a quelque chose de théâtral, oui, bien sûr. Absolument, pour faire passer le message. Et bien souvent, le public là, restait plus accroché à ma façon de faire plutôt qu'au contenu du message. Là, ils attendaient ça, puis là, bon, je pouvais jouer là-dessus. Et voilà, bon, terminer les études, mais il faut alors, dire... cégep, lequel des cégeps? Cégep Saint-Laurent. Cégep Saint-Laurent, puis université? Université, je suis allé tout d'abord à la Polytechnique. OK, parce d'accord. que
J'aimais pas le milieu de la santé. Vous savez que parents immigrants souhaitent que les enfants ingénieurs ou médecins. Bon là, c'est standard. C'est standard. T'as un parent immigrant, tu deviens soit médecin, soit ingénieur. Ouais. Et je sais pas pourquoi comptable. C'est là. Puis là, t'étais comptable agréé. Oui. Mais j'ai jamais compris ça. Non, mais c'est parce que c'est là que ça a commencé. Premier échec, c'était comme ingénieur. Parce que ça n'a pas fonctionné à la Polytechnique. Et là, je me suis dit, je fais quoi? Je vais décevoir mes parents. Et j'ai un de mes frères qui, lui, était comptable. Il était CGA à l'époque, parce qu'il y avait 3 corporations. C'est ça. Et qui me dit, oui, tu devrais aller en comptabilité. Tu aimes ça t'habiller, porter une cravate. Et là, j'ai dit, la seule raison. Et là, je me suis dit, ok, voilà. Et je me suis inscrit à l'UQAM en comptabilité. Mais en même temps, tu savez, j'étais quand même assez orgueilleux. Je me suis dit, ma promotion à la Polytechnique devait finir dans 4 ans. Et je venais de perdre 1 an et demi à l'université. Ouais. Et là, en rentrant en comptabilité, je prenais des cours d'été pour finir dans 4 ans comme ma promotion. Et voilà, c'est sûr que c'était très difficile. Je me rappelle cet échec-là à la Polytechnique. Terminé en comptabilité à l'UQAM et à l'époque, tout le monde disait les comptables agréés, c'était une profession, mon Dieu, quasiment 30-40% des gens réussissaient l'examen. Je me suis lancé en comptabilité. Et dans mon entourage, je suis tout seul, personne pour me conseiller. Et là, c'était le 2e échec. Et j'ai échoué là, souvent on se dit de justesse, mais j'ai échoué en comptabilité. Et tout de suite après, mais avant même d'avoir les résultats, je me rappelle, j'ai écrit l'examen en septembre et les résultats devaient sortir en décembre. Et je voulais pas revivre l'échec que j'avais à la Polytechnique. Avant même les résultats, je me suis inscrit aux 2 autres corporations. À l'époque, c'était CGA et CMA. À tous les examens, puis j'ai réussi la plupart de ces examens-là, mais en décembre, ça n'avait pas marché à l'Ordre des comptables agréés du Québec. J'ai dit, aïe. Et là, je peux vous dire que je sortais pas, je restais chez moi, je pleurais, mais beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance, là, j'ai continué et je me suis représenté à l'Ordre des comptables agréés du Québec l'année suivante et ça a marché. Alors, j'ai envie de dire, ta revanche, ça n'a pas juste été d'avoir finalement réussi un examen que tu avais échoué. C'est que même plus tard dans ta carrière, tu es devenu fellow. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu? Parce que c'est important, les gens ne savent pas ce genre de choses. Mais c'est ça, non, c'est un titre dont je suis extrêmement fier, le titre de fellow, parce que on est à peine 1% des membres de la profession qui possèdent ce titre-là. Et mais c'est-à-dire que être fellow, c'est que on a fait des choses pendant notre carrière pour propulser la profession. Un peu partout, dans toutes sortes de domaines. Mais c'est que moi, étant comptable agréé, je me suis toujours impliqué dans les activités de l'ordre. Pendant que je travaillais à l'Agence du revenu du Canada, je voulais créer certaines associations avec mon ordre professionnel. J'ai enseigné, je suis allé faire comme consultant au Mali, en Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé là pendant 2 ans et encore une fois, faire la promotion de la comptabilité. Et revenu à Montréal, encore plus impliqué à l'ordre, l'ordre voulait faire une campagne publicitaire, puis voulait attirer plus de jeunes dans la profession. Et des immigrants aussi, j'imagine. Des immigrants, oui. Et puis, là, ils m'ont demandé de faire partie. J'avais appliqué, puis là, ils ont accepté. On était une 12aine, j'étais le seul noir dans le groupe. Et voilà. Et en même temps, je commençais à enseigner à l'UQAM. Mais les publicités étaient dans les métros, sur les autobus, là, vraiment, là, c'était un peu partout. Et j'animais aussi les remises de permis de l'Ordre des comptables agréés. C'est que ils avaient l'habitude d'embaucher des spécialistes en communication, des animateurs bien connus. Et là, j'ai dit à l'Ordre, je peux faire ça. Et ils m'ont dit, OK.
Mais là, mon Dieu, j'arrivais, puis vous savez, l'ordre des comptables agréés, c'est très strict. Mais là, j'arrivais pour animer, puis j'avais des pointes d'humour, j'intéressais le public. Donc, ils ont aimé et j'ai animé pendant 2 années consécutives. Mais la 3e année, c'est là que je me suis présenté en politique pour le Parti libéral du Québec. Puis là, je les avais avisés. Puis là, ils ont compris, mais... J'ai continué, toujours pour parler de l'ordre des comptables agréés, comme député provincial, j'ai cofondé avec un autre comptable agréé les CPA sans frontières. Donc, c'est un groupe de comptables, et jusqu'à présent qui existe, qui vont dans des pays en voie de développement pour les apprendre à faire des tenues de livres, comment apprendre à faire de la paie, etc., la reddition de comptes. Et c'était quand même un peu révolutionnaire, donc très impliqué. Et pour terminer, c'est que les 3 corporations comptables, ça faisait des années qu'ils voulaient s'unifier et ça n'arrivait pas. Et pendant que j'étais député au provincial, ils sont arrivés une énième fois avec ce projet-là. Je me suis impliqué, j'ai travaillé avec les 3 autres professionnels et puis j'ai pris position. Et voilà que la loi a été adoptée. Donc, c'est maintenant un comptable professionnel agréé. C'est ça. Et tout ça, et quand j'ai présenté mon dossier à l'ordre, voilà, ils m'ont accordé ce titre-là en 2014-2015 de fellow. Alors, tu as mentionné l'Agence du revenu du Canada dans laquelle tu as passé quand même 25 ans? 20 ans. 20 ans. 20 ans, ouais. 20 ans. Mm-hmm. Et donc, tu as mentionné ça, c'est qu'après ça, tu as fait le saut en politique. Oui. C'est là que George va commencer à aimer ça. C'est là que George va poser des questions, là, inquiète-toi pas. Ouais. Mais mes premières questions, puis après ça, je vais le laisser aller. Oui. Écoute, ton élection, c'était en 2007. Oui. Donc, c'était la 2e élection du Parti libéral du Québec de Jean Charest. Oui. Alors, comment ça s'est passé? T'es dans quoi? T'es dans ton bureau et quelqu'un t'appelle? T'as croisé quelqu'un dans une chambre de commerce? Dis-nous ce que tu peux. Mais Le plus que tu peux. Tout d'abord, je dois vous dire que, étant donné que, d'une famille monoparentale, je dois le dire, c'est important, ma mère a décédé en 2003. Et ces élections-là, c'était en 2007. Mais j'ai toujours dit, si ma mère était vivante, jamais elle m'aurait laissé faire de la politique. Ah oui. Ah non, parce que là, il aimait vraiment pas ça. Il voulait pas que des gens dans la famille aillent en politique. Bon, il y a la politique haïtienne, mais ici, on suivait à la télé. Mais c'est arrivé comme tel en 2007, mais précédemment, c'est qu'en 2006, je m'étais tellement impliqué à Revenu Canada avec l'Ordre des comptables agréés du Québec et j'étais revenu du Mali après avoir été consultant pendant 2 ans et j'ai formé tous les inspecteurs du Mali. Et en 2006, j'ai eu plusieurs distinctions. D'abord, à l'Ordre des comptables agréés, j'avais un prix de comptable agréé mérite. À Revenu Canada, j'avais le prix Excellence Innovation. Et un des projets que j'avais fait à Revenu Canada, j'ai eu la médaille du gouverneur général du Canada, Raymond Natishan, je me rappelle. Mois de l'histoire des Noirs. En 2006, j'étais lauréat du mois de l'histoire des Noirs. Donc, tout ça dans 2006. Et vous connaissez la politique. Mais oui, quand ça jase, là. Ah oui, les gens ont commencé à m'approcher. Puis je me rappelle une fois, j'avais été faire une entrevue à une émission de radio qui s'appelle, qui n'existe plus, Noir de Monde. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui est bien connu. C'était le frère du maire Tremblay, Gérald Tremblay, qui m'a rencontré. Marcel, qui m'a vu en entrevue. Il m'a dit, vous voulez pas faire de la politique, vous? J'ai dit, non, écoutez. Il dit, non, mais le Parti libéral, on serait intéressé. J'ai dit, non, ok, ils m'en ont parlé, mais j'ai laissé ça tomber. Puis, le parti m'avait contacté pour m'expliquer les conditions, mais en tant que fonctionnaire à l'Agence du revenu du Canada, je ne pouvais pas militer. Donc,
j'ai laissé ça tomber. Mais à un moment donné, à Noël, je me rappelle, Noël de 2006, mes enfants sont grands, puis là, je suis divorcé. Là, on parle de juste 3 mois avant l'élection. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai divorcé, garde partagée, j'avais mes enfants une semaine. Et là, le plus vieux me dit, écoutez, je veux partir aller étudier à Sherbrooke avec un de mes amis. OK. Le plus jeune me dit, je rentre au cégep, il y a une équipe de basket, là, je vais rester en pension de façon à pouvoir participer dans l'équipe. Et là, je me suis dit, je vais me retrouver tout seul. Et j'ai dit, OK, d'accord, je vais peut-être y penser à aller faire de la politique. Et j'ai contacté le Parti libéral du Québec pour dire, écoutez, vous m'avez approché, là. Ils disent, ben oui, venez nous voir. Le samedi suivant, j'arrive, je vais rencontrer les membres du parti. Il y avait à l'époque Philomena Roti qui était là. Je passais l'entrevue, puis là, ils m'ont dit, on aimerait t'avoir et on va te mettre dans un comté où est-ce que tu vas gagner, tu n'as rien à faire. Dans lequel tu avais quand même des racines à vécu aussi. Mais là. je savais pas. Il voulait pas me dire le comté parce que le député sortant était encore en place. Okay. Et là, tout de suite, j'ai dit, alors je fais quoi? Ils disent, voilà le document, tu prendras connaissance et puis tu nous reviens. J'ai dit, non, je vais signer tout de suite. Ils disent, ah ouais? J'ai dit, vous m'avez dit, vous allez tout faire pour que je sois élu. Mais je connaissais rien en politique. Ouais. J'avais jamais fait de cours en Sciences Po ou rien du tout. Mais l'aspect service à la clientèle, l'aspect aider les gens, j'ai toujours aimé faire ça. Que ce soit au niveau de l'enseignement, au Collège Montmorency. Et quand ils m'ont approché, j'enseignais à l'UQAM. J'étais chargé de cours à l'UQAM. J'étais passé d'un cours de vérification pour les comptables agréés à 3 cours à l'UQAM. En 2006, j'avais 3 cours que j'enseignais, en plus d'être à Revenu Canada. Donc, j'étais extrêmement actif. Et je peux dire, entre parenthèses, là, au niveau de l'enseignement, au bout d'1 an, là, j'avais des évaluations à tout casser à l'UQAM. Les gens étaient impressionnés que les élèves ne voulaient plus suivre ce cours-là avec d'autres professeurs. Ils attendaient pour être inscrits à mon groupe cours à l'UQAM, tout ça. Donc, c'était super intéressant. Et puis là, ils m'ont dit ça et ils m'ont dit, il faudrait aller prendre les empreintes digitales, voir est-ce que je suis de bonne mœurs, tout ça. Et j'ai demandé... C'est bien, ça démontre un certain sérieux dans le processus. Dans le processus et la sélection des candidats. Absolument. Et là, j'ai demandé un congé sans solde à Revenu Canada, sans mentionner pourquoi. Et le samedi suivant, le premier ministre Jean Charest m'avait invité à son bureau sur la rue Sherbrooke. Et puis, mais personne dans ma famille n'était au courant. C'était ma décision. Ouais. Et quand j'ai rencontré le premier ministre, d'ailleurs Antoine, que vous connaissez bien, Antoine était là à l'accueil. Il m'accueillait, puis moi, j'étais pas mal timide, et puis il me parlait d'Haïti. Je trouvais qu'il connaissait bien Haïti, là, tellement il y avait quelques mots créoles, en créole aussi. Et puis là, on est rentré dans le bureau, salué le premier ministre, assis, et je me rappelle bien, le premier ministre a regardé Antoine et dit « Tu vas prendre un café ?» Donc, oui, ça devenait sérieux. Et Antoine s'est levé, il est parti. Puis là, M. Charest me disait, écoute Emmanuel, on aimerait ça avoir dans l'équipe. Je vais déclencher les élections bientôt. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu as dans ton placard? Quel squelette as-tu dans ton placard? Là, Non, mais quelle question, hein? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit savoir, là? Mais oui! Et là, moi, l'expression, je comprenais pas. J'ai dit, je sais pas, monsieur le Premier ministre, je sais pas. Je peux vous dire que je suis divorcé. Il dit, on a fait les vérifications, on n'a rien vu. Il dit, je voulais savoir, une fois qu'on va te présenter, qu'est-ce que les journalistes pourront sortir sur toi? Mais ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que les chefs de parti ont
ont cette latitude-là, cette possibilité-là de parler. Parce que, tu sais, souvent, en politique, souvent, on a l'impression que les chefs de parti ou d'autres personnes, pas nécessairement ne s'impliquent même, mais on dirait qu'ils laissent la responsabilité de ces choses à d'autres personnes pour s'en laver les mains. Comme ça, s'il y a quelque chose, moi, je le savais pas. Mais ça, c'est intéressant. Ah oui. C'est-à-dire, c'est un chef de parti, oui, d'accord, ils ont fait les vérifications, j'imagine, tout ce qu'il fallait, là, le due diligence, comme on dit. Exact. Puis, mais là, c'était au-delà de ce qu'on sait déjà, as-tu quelque chose à nous dire? Oui, exactement. Exactement. Et là, il m'a dit, bon, n'en parle pas dans ton entourage parce que je vais faire la présentation. Puis moi, ne connaissant rien en politique, et quand j'enseignais encore, là, parce qu'on parle février, début mars, et là, il a fait une conférence de presse au cours de laquelle, bon, il m'a présenté. Et c'est cette même journée-là que j'ai rencontré la famille Cusano, le député sortant, Bill William Cusano, et sa femme, pour la première fois. Connie Cusano, dans le comté de Viau, dans Saint-Michel. Je connais rien, donc il a fait une grande conférence de presse au quartier général, a parlé de moi. J'ai dit, waouh! Et ce jour-là, il a demandé à Connie Cusano et à Bill, il a dit, écoutez, j'aimerais ça que vous vous occupiez de la campagne d'Emmanuel, comme si c'était votre fils. Bon, j'ai été gâté. C'est eux qui ont fait ma campagne. Mais c'est des légendes, là. Connie Cusano, là. Et Bill Cusano avait 26 ans dans le comté de Viau. Donc, qui de mieux, là, pour faire ma campagne, alors que je m'y connais pas? Mais je dois aussi dire que après cette conférence de presse-là, j'arrive à la maison et j'avais des messages de Revenu Canada. Parce que les gestionnaires m'appelaient. Je n'avais pas le droit de militer. Je ne les avais pas avisés. Et là, ils m'ont dit, Emmanuel, il faut arrêter ça tout de suite. Il faut faire enlever les pancartes là, qui étaient affichées. Tu n'as pas le droit. Mais là, j'ai été rencontrer la commission de la fonction publique. J'ai sorti les courriels, j'ai dit, voilà, j'ai jamais milité. Je les ai rencontrés là, en début de janvier. Et puis, une fois qu'ils ont accepté, j'ai demandé un congé sans solde. Donc, voilà. Mais là, j'ai embarqué le syndicat là-dedans. Puis là, j'ai dit, écoutez, attendez la fin de la campagne électorale pour pouvoir continuer votre processus. Mais je vous ai tout dit. Et une fois élu, le 26 mars 2007, je me rappelle très bien, le lendemain, j'ai envoyé ma lettre de démission, je suis parti. Mais là, en quittant Revenu Canada, j'avais quand même une porte de sortie dans le sens que si ça ne marchait pas en politique, je réintégrais mon poste. Mais ce n'était pas le cas, comme on va en parler au niveau fédéral. Mais alors justement. Mais juste une petite anecdote, c'est que l'Ordre des comptables agréés, pendant ce temps-là, en 2007, affichait partout sa campagne de publicité, puis j'étais en tête d'affiche sur les campagnes. Et je me rappelle bien que le journaliste, mon Dieu, qui est encore à Radio-Canada, qui fait Midi sans info, comment il s'appelle? Sébastien Beauvais? Non, pas Sébastien Beauvais, il est chauve. Comment ça se fait? J'ai oublié son nom. Bon, et lui, il avait pris le métro pour aller travailler. Et là, il voyait les affiches, puis je le regardais sur les affiches. Là, il a dit, hey, c'est qui ça? Mais c'est Emmanuel Dubourg. Mais là, il est sur les pancartes électorales, et puis il est là-dessus. Il a contacté pas l'Ordre des comptables agréés, Élections Québec. Ah, shit. Et pour dire que c'est double affichage. Et il a sorti un article pour dire que non, c'était pas contraire à la loi, parce que l'Ordre des comptables agréés, sa campagne existait depuis avant. Et puis donc là, j'étais sur toutes sortes d'affiches, là, puis Emmanuel Dubourg. C'est sûr que d'un point de vue relation publique... C'est OG. Le journaliste. OK, OG.
Mais en même temps, c'est sûr que l'ordre, à ce moment-là, il devait être un peu mal à l'aise. Donc, ils ont dû peut-être retirer quelques... Oh non, même pas du tout, parce que c'était tout à fait indépendant. Ça n'avait pas rapport. Ils voulaient pas faire ma promotion parce que personne n'était au courant que j'allais en politique. Donc, non, ça a continué. Et puis... voilà, et puis... Mais ça, il faut le dire parce que tu as mentionné tantôt que, tu sais, la campagne des ordres des comptables agréés, tu sais, ils voulaient plus de jeunes, plus d'immigrants, tu étais le seul noir, etc. Et il faut accorder quelque chose à Jean Charest parce que dans ces années-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes issus des communautés culturelles dans l'Assemblée nationale ou même en politique. Puis moi, je me rappelle, il y avait Yolande James, évidemment. Puis là, tu es venu. Il y avait quelques-uns qui est allé chercher. Puis il a fait quand même... Il a marqué des points. C'est pas pour des points, là, mais c'était un point très, très fort. Très, là. très fort. Il a mis son point puis il a dit, regarde, il faut que ça change. Là, puis on va amener des gens qui font partie de la diversité. Exact. Et moi, je me rappelle de ça en 2007. Ah oui, et il faut dire que c'était un comté très convoité après 26 ans d'un député d'origine italienne. Oh, il l'aurait donné à n'importe qui, là. Ah ben oui, et moi, j'arrive... Aucune connaissance en politique, rien du tout. Je me rappelle quand au quartier général, on me préparait, là, mon Dieu, il fallait tout me dire, là, les politiques du parti, tout ça. Donc, j'étais pas au courant et M. Charest avait osé faire ça parce qu'il voyait la composition de l'immigration, comment ça allait, puis dans Saint-Michel aussi. Ouais. Et là, je suis arrivé, donc il avait misé effectivement sur moi et voilà. Mais c'est-à-dire que dans ton processus d'en apprendre davantage sur la politique d'une manière générale et sur le Parti libéral du Québec en particulier, j'imagine qu'à l'époque, tu as pu voir aussi une concordance de valeurs entre tes valeurs personnelles et celles qui étaient prônées par ce parti. Ah ben oui, eh bien oui, c'est sûr que bon, j'avais des amis, etc., qui parlaient politique, mais Jean Charest, pour nous, là, puis en plus libéral aussi, donc c'était important. Je pouvais pas penser à aller vers d'autres partis, là, il faut dire que les Haïtiens, bon, étant donné l'immigration, bon, il y avait beaucoup de médecins, d'enseignants qui arrivaient. Eux autres avaient plus tendance séparatiste. C'était plus vers le Parti québécois, mais nous, les jeunes, c'était Parti libéral, puis là, référendum, tout ça. Et il faut dire que Jean Charest, l'audace aussi qu'il a eue, c'est que moi, quand je suis arrivé en 2007, ça faisait 25 ans qu'il y avait un député d'origine haïtienne. Le premier, c'était Jean-Alfred, et lui, il était dans le bout de Gatineau. Il n'était pas dans un comté où est-ce qu'il y avait des Haïtiens. Ouais. Et 25 ans plus tard, là, on a dit Haïtien, puis mettre un immigrant dans un comté gagnant. Ouais, tout le monde savait dès le départ que j'allais gagner dans Saint-Michel. Ouais. Donc... ça a fédéré beaucoup de gens. C'est un statement. Là, ah oui, absolument, absolument. Alors, c'est très intéressant parce que, tu sais, puis je te trouve même très généreux parce que tu t'expliques un petit peu ces affaires-là, comment tu les as vécues. Et je te trouve aussi très honnête, tu sais, aussi de dire que quand t'es arrivé, ça a été quand même assez facile parce qu'on a facilité ton atterrissage en politique provinciale. Beaucoup. Mais... comme la vie est ce qu'elle est, et souvent aussi pas aussi facile qu'on ne le pense, ça n'a pas été nécessairement aussi facile pour toi d'atterrir en politique fédérale, où là, disons que tu as dû prendre plus de risques qu'on peut l'imaginer de l'extérieur. Mais premièrement, Emmanuel, pourquoi faire le choix de... c'est sûr que on parle de comtés qui sont gagnables. Pour le Parti libéral, les stratèges puis les gens qui sont en arrière-scène connaissent ces petits détails-là. Mais tu as quand même un comté sûr au provincial. Tu travailles là pendant... de 2007 à 2013, c'est quand même 14 ans. Là. Non, 6 ans au provincial. Excuse-moi, 6 ans. 14. 6 ans au provincial. Là, je comprends, il y a une porte devant toi. C'est quoi, cette petite voix dans ta tête qui te dit, Emmanuel, let's go. C'est le fédéral qui t'appelle, prends la chance. C'est ça que je disais qui était un risque. Effectivement, c'est-à-dire que t'es quand même assez confortable dans un comté qui, 6 ans plus tard, tu connais tout le monde et son frère là-bas. Puis surtout, n'oublions pas que dans cette période-là,
le Parti libéral du Canada, not so good. Ah, non, T'sais, non, non, ils ont non, sorti non, d'une non, élection non, en 2011. Deuxième opposition. Deuxième parti T'sais, d'opposition. C'était pas... Non, mais pas- c'est vrai. Et je gagnais quand même relativement facile mes élections dans Vio. Ben oui. J'étais bien connu et puis ça allait très bien. Alors que je me rappelle, dans Laurier-Dorion, des fois, il fallait attendre à minuit, 1h oui. du On matin était le pour dernier connaître les contre- Ben oui. résultats. Mais moi, dans Vio, là, j'étais gagnant, puis j'allais voir... Les 5 d'autres premières gars. minutes, là. Ah oui. Ça allait. Mais il faut dire qu'avec la famille Cousano aussi, c'est des machines en élection. Ben oui. Et j'ai appris avec ces personnes-là. Je me rappelle, en 2012, mon équipe, là, j'avais tout écrit, mon programme pour dire... Voilà comment est-ce qu'on doit faire pour gagner les élections. Puis, je réussissais là, facilement. J'avais beaucoup de bénévoles. Mais pour faire le passage, je dois dire que oui, c'est vrai que 2012, là, effectivement, vous vous rappelez les carrés rouges, là, c'était difficile. Oh, c'était difficile, ouais. Et du fait que on a perdu, tout le monde pensait que le Parti libéral allait être effacé. Oh, tout le monde Mais disait on que a perdu par 2 ou 3 députés, En fait, et parmi lesquels je le pense que c'était premier 4 ou 5 ministre... députés. En fait, c'était 54-50, mais dans le fond, si le PLQ avait gardé 2 comtés, c'était 52-52. Ouais. Oui. sais. Et parmi lesquels le premier ministre, Jean Charest, avait perdu sa Dans, élection. à Sherbrooke. Ah ouais. ouais. Et là, puis moi, hein, c'est mon mentor. C'est avec lui que j'ai appris à faire de la politique. Je me rappelle, lui, au caucus, Jean Charest qui présente là avec des PowerPoint, il expliquait toute sa stratégie, là, tout ça, là, c'était wow. Et là, je me suis senti mal. Je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Il y a eu course au leadership. Bon, OK, j'étais là. Mais les gens savent que je suis quelqu'un d'équipe. Là. L'adversité, je n'aime pas tellement. On a eu tout ça. Et puis, bon, voilà, je continuais. J'étais dans l'opposition. Et au provincial, donc, j'ai pu faire un gouvernement minoritaire, majoritaire et terminer avec l'opposition. Et pendant que j'étais dans l'opposition, bon, il faut dire que dans le comté de Vio, c'est adjacent au comté de Papineau fédéral avec Justin Trudeau. Ouais, on partageait le comté, ouais. C'est ça, mais Justin, pour revenir, en 2007, pendant la campagne électorale, lui, il n'était pas élu encore. Non. Et il était venu me rencontrer au bureau électoral, au bureau de campagne. Il s'est présenté, bon, OK, c'est un Trudeau, bon, c'est salué. Mais lui, parce qu'il faisait sa campagne pour la nomination de ce comté-là. Il se préparait Exact. pour aller dans Papineau. Ouais. Et lui, comme stratège aussi, lui, dans sa tête, Ah oui, c'était comme... c'est Viviane Barbeau, Ben, c'est ça, une Haïtienne exactement. qui était là. Ben oui. Donc, en venant me voir, bon, il voulait l'appui. Et effectivement, après mes élections, il s'est présenté en 2008. Je me rappelle, sur ces photos là de publicité, j'étais le seul élu à lui donner mon appui. J'avais une photo avec lui et Bill Cousano. On était les 3 ensemble, tout ça. Puis voilà, et je l'appuyais. Effectivement, et il a gagné contre Viviane Barbeau en 2008. Donc, depuis ce temps-là, on est resté en contact. Là, on a toujours travaillé ensemble. Je faisais mes activités, comment dirais-je, politiques. Il venait, il assistait à mes activités, tout ça, puis vice-versa. Puis... Donc, on travaillait beaucoup ensemble avec son attaché politique Alex. Oui, qui était toujours présent. Et bon, et à un moment donné, je me rappelle, pendant que j'étais dans l'opposition, au mois de juin, vers la fin de la session, il devait me donner une médaille du jubilé de la reine. Oui. Là, j'ai dit, OK, parfait. Et là, bon, mon bureau m'appelle. Et puis, cette journée-là, j'étais à Québec. J'ai quitté plus tôt. J'ai dit, bon, ben, ça va être il y a une cérémonie. Je vais prendre le temps de rentrer chez moi, de me changer pour aller à cette cérémonie protocolaire. Et en cours de route, mon bureau m'appelle pour me dire « Non, Justin aimerait ça te rencontrer avant la cérémonie. » J'ai dit « Oui, mais j'ai pas le temps de te dire. » J'ai dit « OK, je vais y aller directement comme tel. » Et quand je suis allé le rencontrer,
on était les trois avec Alex dans son bureau et ça s'est répété. Il a dit à Alex... Va prendre un café. Va prendre un café. Mais Alex savait de quoi on allait parler. Ouais. Puis il a dit, Alex, va prendre un café. Puis juste une petite précision, Justin Trudeau, à ce moment-là, est chef du Parti libéral du Canada. Ouais. Chef de la deuxième opposition à la Chambre des communes. À la Chambre des communes. Donc, parce qu'il y avait l'histoire des commandites, tout ça, donc le Parti libéral du Canada était relayé au deuxième parti d'opposition, tout ça. Et puis, il faut se rappeler aussi que... Jack Layton était là. Mais oui, c'est toute la vague orange. C'est surtout la vague orange. Ouais. Et bon, on était là en train de parler. Ah, Just, comment ça va? Je l'appelais Just. Et puis là, il me dit, bon, c'est quoi tes objectifs de carrière, Emmanuel? Je dis, ouais, quelle question? Je suis pas en entrevue. Puis là, il dit, non, j'aimerais savoir. Je dis, bah, regarde, je suis là dans l'opposition, ben, je continue, je travaille. Il dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? J'ai dit, bon, ben, écoute, Justin, ce serait bien. J'ai dit, moi, j'aimerais ça te voir Premier ministre du Canada. Et comme ça, tu me nommeras ambassadeur dans un pays chaud. la blague habituelle. La blague, ouais. Dans un pays chaud. Il me regarde sérieux. Il dit, non, j'ai d'autres choses pour toi. J'ai dit, comment, Jess, c'est quoi? Puis là, il me dit, j'aimerais ça que tu viennes avec moi en politique. J'ai dit, comment? Il dit, Bourassa, là, le comté de Nicodère, là, on aimerait ça t'avoir là. Lequel il avait quitté pour briguer la mairie de Montréal. Oui. Ça. Et là, j'ai dit, non, comment? Non, oubliez ça, là. Non, je n'étais pas intéressé, tout et tout. J'ai dit, je suis bien là où je suis dans Vio, les gens peuvent pas me sortir, donc, non, je reste là. Je peux-tu juste intervenir là? C'est-à-dire explique-nous ça un petit peu mieux, là, dans le sens que il n'était pas en train de t'offrir un comté. Il te demandait de te joindre au Parti libéral du Canada et d'envisager l'investiture dans le comté. Non. Il n'y avait pas question d'investiture. Il m'avait dit, écoute, j'ai besoin de toi dans Bourassa. Et là, non, je n'étais pas intéressé. Et puis, bon, je suis sorti. Puis, pour faire une histoire courte, je suis retourné au bureau après avoir reçu la médaille, tout ça. Et à l'époque, on avait le déraillement au lac Mégantier. Oh oui. Et j'avais fait des activités. J'avais même organisé une messe dans la communauté haïtienne à Montréal-Nord, dans une église haïtienne. La Croix-Rouge était là pour ramasser des dons. Puis j'avais envoyé tout ça à la mairesse. Et c'était quand même, ça avait quand même fait du bruit. Et là, je reçois un téléphone de Raymond Filion. La semaine suivante, LCN qui m'appelle, qui me dit « Ah ben, Monsieur Dubois, vous allez bien? » Je pensais qu'il allait me parler de lac Mégantier, qui me dit hey, « Comme ça, vous êtes pressenti pour aller dans Bourassa? » J'ai dit non, qu'est-ce que vous dites là? J'ai dit non, pas question, mais j'étais vraiment catégorique, là, j'ai dit non. Et voilà, c'est resté là, mais par après, j'ai rencontré Raymond Filion, puis qui m'expliquait que on lui avait refilé l'information. Voyant c'est comme ça que ça marche. C'est ça. Voyant que j'hésitais, je voulais pas y aller, puis là, lui, il m'a dit, il a essayé de vendre ça à ses patrons, ça n'a pas marché. OK. Puis moi, tout de suite, j'ai appelé le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui était mon chef. Qui était chef de l'opposition. Chef du Parti libéral. Et là, j'ai dit, Philippe, écoutez, si toutefois il y a quelque chose qui sort dans les médias, là, c'est pas vrai. Là, oui, j'ai rencontré Justin, mais non, j'ai décliné tout ça. Là, OK, parfait. Mais une semaine plus tard, là, bon, je partais en vacances, j'ai mis sur mon bureau, on est parti, j'ai fermé le bureau pour 2 semaines. Et puis tout le monde était parti. Et là, cette fois-ci, c'est Michel Lamarche de LCN qui avait le scoop. Et c'était en plein été, tout ça, donc il n'y avait pas de nouvelles. Et elle est allée à mon bureau pour filmer, puis elle a vu en vacances, etc. Puis moi, j'étais chez moi, puis je regardais
Emmanuel Dubourg est pressenti pour succéder à Denis Coderre dans Bourassa. Waouh! Et là, je regardais ça, les gens m'appelaient. Non, j'ai dit, je réponds pas au téléphone. Mais je dois vous dire que tout mon entourage, ma famille, là, mes enfants, mon équipe au bureau, personne voulait que je quitte Saint-Michel. Tu es bien là, tu fais un travail extraordinaire, etc., etc. Pourquoi aller au fédéral? Mes enfants me disaient, ouais, mais papa, tu parles pas anglais, puis au fédéral. Bon, j'ai hésité, j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, j'avais fait 6 ans, j'avais fait les 3 paliers. Et puis, en fin de compte, je me dis, pourquoi pas? J'étais tout seul, j'ai fait le pour et le contre, puis j'ai dit, j'allais aider le parti, là, parce qu'il se préparait pour gagner les élections en 2015, on était en 2013. Là, j'ai dit, je vais pouvoir contribuer. Ils étaient 36 au Parti libéral du Canada. Puis là, j'ai dit, oui, avec ma formation de comptable professionnel agréé, je vais pouvoir contribuer. C'est ce qui m'a poussé à aller. Puis en plus, Montréal-Nord, c'est là que, bon, effectivement, mes racines, j'ai étudié là, etc. Et j'ai appelé Justin, j'ai dit, oui, ok, parfait, je vais y aller. Et là, il me dit, il faut faire un investissement. Là, j'ai dit non. Surprise! Non. J'ai dit non, pas vrai. Et j'ai contacté le commissaire à l'éthique au provincial pour dire, est-ce que je peux faire campagne là, tout en étant député provincial? Puis le commissaire à l'éthique m'a dit, oui, la seule chose, vous ne pouvez pas avoir 2 salaires comme député provincial et député fédéral. Mais là, question de prime de départ, j'ai dit, écoutez, je veux aller au fédéral, je veux être clair. Et j'ai annoncé ma démission. J'ai fait une conférence de presse pour annoncer ma décision que je démissionnais comme député et pour me présenter au fédéral, aller faire une investiture pour me présenter. Il y avait plusieurs candidats, quand ils ont vu, ils ont désisté. Mais il restait un Italien qui voulait absolument aller à l'investiture. J'ai fait l'investiture, mais je dois vous dire que à l'époque, j'ai appelé Jean Charest au départ quand c'était dans les médias. J'ai écrit à Jean Charest pour lui dire que bon, voilà, on m'a approché pour aller dans Bourassa. Et puis lui, il m'a répondu, il était au Japon. Il m'a répondu en disant, ah, écoute Emmanuel, je sais que tu aimes bien Justin, c'est ton ami. Il me dit, vas-y, puis à mon retour, on va sabrer le champagne. Oh, ok. Oui. Ah oui, donc, très sincèrement, comme ça, j'ai dit, waouh. Et quand Justin m'a parlé d'investiture, j'ai recontacté Jean Charest. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, je suis député, je démissionne, il veut que je fasse une investiture. Et Jean Charest de me dire, écoute, fais l'investiture, Emmanuel, ça va asseoir ta notoriété dans le comté. Mais surtout t'es pas un parachuté. Exact. Et surtout, on va se le dire, dans un comté qui avait été occupé pendant 16 ans par Denis Coderre, qui était quand même, je veux dire, tout le monde le connaît, il a occupé de la place pas à peu près, là. Il n'y a pas une pierre qui n'a pas retourné dans ce comté-là. Absolument. Donc, c'est sûr que d'asseoir, c'était important. Oui. Cela dit, puis je veux faire juste la connexion avec ce que je disais tantôt, enfin, l'introduction que je faisais tantôt, c'est que, regarde, ton arrivée au fédéral, c'est pas fait de manière aussi douce qu'elle s'est faite au provincial. Parce que là, une fois que tu dis oui, que tu t'engages à démissionner, qu'on te demande de faire une investiture, rien n'est gagné. Donc, il y a un risque personnel là-dedans. Absolument. Et ça, pendant ce temps-là, je jouais très gros parce que c'était pas comme au provincial, je pouvais revenir à Revenu Canada. J'ai démissionné. Ouais. Je vais faire une investiture pour être candidat. Ensuite, je vais faire l'élection. Et pendant ce temps-là, parce que j'ai démissionné, on avait un ministre du Parti québécois, pour ne pas le nommer, Drainville. Lui, de par ses connexions dans les médias, il allait partout pour dire que
Ah, c'est pas correct. Emmanuel va prendre sa prime. Il va gagner beaucoup plus d'argent au fédéral. Il va nécessiter une élection partielle. Pourquoi il n'a pas terminé son mandat, etc. On l'a moins entendu sur Martine Ouellette, par exemple. Mais... Oui. Non, mais il faut dire que moi, j'ai fait ça, j'ai démissionné. Puis lui, c'était lui qui menait la charge. Puis moi, c'était rare de voir un ministre qui monte la charge sur un député qui a démissionné plutôt que sur le chef du Parti libéral. Tout ça, c'était sur moi. Puis le pire, 3 semaines plus tard, Raymond Bachand, mon collègue, a fait la même chose. Il a démissionné et on lui a posé la question sur sa prime. Il dit, ouais, ça fait partie de mon salaire et je la prends. Mm-hmm. OK, ça s'est arrêté là. Mais on va juste rappeler aux gens, Emmanuel, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de loi qui existait. Non. Quand c'était Drainville, le ministre responsable sur le financement des partis. Il y avait toute une loi qui a été créée et pour... c'est après ça qu'ils ont aboli oui, parce que dans le fond, c'était les conditions de travail d'un député, des députés qui ont été revus, qui d'ailleurs ont été revus l'année passée parce qu'effectivement, il y avait certains non-sens qu'il fallait corriger. C'est jamais populaire, ces affaires-là. Mais on se rend pas compte, là, qu'à un moment donné, un élu, c'est un être humain aussi qui a des aspirations, qui a une famille, qui a tout, comme tout le monde d'ailleurs. Ah ouais. Mais c'était une campagne difficile parce qu'il y avait ça dans le portrait. Et là, j'arrive dans Bourassa. Il faut dire que Justin, comme tu as dit tout à l'heure, il était chef du Parti libéral du Canada. C'était sa première campagne électorale. C'est une campagne partielle. Et suite au décès de Jack Layton, Thomas Mulcair avait pris la place. Ouais. Et c'était la première élection aussi de Mulcair comme chef. Et ça se passait au Québec. Ouais. Donc, pas besoin de vous dire, ces deux-là qui se battaient. Et moi, le NPD a fait une campagne de salissage contre moi. C'est la première fois qu'on voyait un peu une campagne à l'américaine. Ils prenaient mes photos, puis ils faisaient des grandes affiches, puis ils mettaient le club des petits amis, puis tout ça. Ils ont été chercher une candidate d'origine haïtienne, puis... Pour essayer de briser certains élans. Ben oui, ils tapaient. Mais tout le monde me donnait gagnant. Et effectivement, là, j'ai gagné facilement. Alors tu as gagné quand même assez aisément. C'est vrai que c'est un comté qui est quand même traditionnellement très libéral. Ça veut pas dire que quelque chose pourrait pas arriver, mais il reste que tu étais quand même dans un comté confortable. Tu n'étais pas à Pointe-aux-Trembles. Non. Mais c'est sûr que personnellement, puis tu sais, c'est surtout ça qu'on oublie, c'est que les députés sont aussi des êtres humains, puis tu sais, ils sont pas indépendants de fortune, ils ont une carrière, ils ont des responsabilités, ils ont des factures à payer, des hypothèques, tout ça. Prendre le risque, George le disait très bien tantôt, tu sais, t'es dans un comté à l'aise, sans problème. Tu serais resté 1 an et demi plus tard, même pas 1 an plus tard, t'étais au gouvernement avec Couillard. Tu sais, t'aurais pu faire ça, comme d'autres d'ailleurs l'ont fait. Oui, absolument. Comme d'autres l'ont fait. Oui. Mais t'as fait le choix de te lancer là, et ça a été difficile parce qu'il a fallu passer par une investiture, puis par une élection, qu'on veut ou non, une élection, mais en tout cas, bravo pour ça. Mais alors, dis-moi donc, d'une manière générale, là, parce que tu sais, je vois le temps filer, et c'est super intéressant, puis on va peut-être t'inviter pour un deuxième épisode. Là. Mais, ça me rappelle des souvenirs, cette conversation-là, Mais dis-nous un petit peu, tu sais, la politique, évidemment, c'est un monde fabuleux, mais c'est un monde qui est aussi très difficile. On a des choses dont on peut être très fier, puis parfois on peut avoir aussi certains regrets. Je l'ai mentionné tantôt, tu sais, tu as eu les premiers ministres, tant Charest que Trudeau, t'ont donné des responsabilités importantes, notamment après le séisme en Haïti en 2010. Mais aussi avec, est-ce qu'on peut appeler ça une espèce de crise de réfugiés à un moment donné avec Roxham, etc. Oui, tout à fait. C'était quand même super, c'est des dossiers super importants et
Mais d'une manière générale, comment tu qualifies un peu ta carrière, ton parcours, ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé, ce que t'aurais voulu, pas voulu, je sais pas, genre. Je sais. Non, mais je dis toujours, j'ai rien à regretter là nécessairement. J'ai beaucoup aimé ça, mon passage, ma politique provinciale. J'avais jusqu'à aujourd'hui l'appui de Jean Charest, là, ça a toujours été présent. C'est ce qui m'a permis, après le tremblement de terre de 2010, là. On a fait énormément pendant cette période-là, mais en même temps, étant donné que c'est un événement tragique, très triste, plus de 300 000 morts dont on parle, on voulait pas publiciser tout ce qu'on avait fait. Mais je peux vous dire que tout... Il y a un dimanche matin, Jean Charest, je l'avais appelé un samedi soir, il était peut-être vers 8h30, et par la réceptionniste, et j'étais étonné de voir qu'il a pris l'appel. Et puis, une semaine après le tremblement de terre, je lui expliquais la douleur, la souffrance que les gens ressentaient, puis qu'est-ce qu'ils voulaient. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais demain, Emmanuel, le lendemain dimanche? J'ai dit, écoutez, j'ai une entrevue à Radio-Canada à 2h. Il dit, je vais te rappeler. Puis peu de temps après, son chef de cabinet m'appelait, Dan Gagné, pour me dire... tu es convoqué à un conseil des ministres le lendemain à 10h à son bureau. Et là, le Premier ministre m'avait demandé de dire tout ce que je venais de lui faire comme rapport, de faire ça en présence des ministres. Et là, il a demandé à tous les ministres de mettre la main à la pâte. Et je peux vous dire, tous les ministres, je me rappelle très brièvement, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un courriel, un Haïtien, comme étudiant. Il ne pouvait pas, avec sa famille, il ne pouvait pas payer les frais scolaires qui commençaient en janvier parce que c'était 2010, puis l'université ouvrait. Il n'y a pas les moyens pour payer. J'ai fait remonter l'information et la ministre de l'Éducation de l'époque, Michel Courchaine, on avait éliminé les frais de scolarité pour tous les étudiants haïtiens. Ça, c'était une chose. Raymond Bachand, au niveau de les finances, tous les ministres avaient fait des choses, mais la mesure spéciale, c'était le regroupement familial qui a permis à plus de 9000 familles haïtiennes de venir au Canada, au Québec, avec leur résidence permanente. Ouais. Et ça, c'est une mesure que Jean Charest nous avait demandé effectivement de mettre en place et c'était vraiment, là, c'était pas mal couru, c'était bien. Donc, oui, il y a eu ces dossiers-là. Il faut dire en même temps, comme comptable agréé au provincial, j'étais adjoint parlementaire de Raymond Bachand, puis la dame à la sacoche, là aussi. Oui, madame... oui, que j'ai... Madame Jérôme Forget. Jérôme Forget. J'ai beaucoup aimé, donc c'était super bien, là. J'étais bien entouré, là. Yolande James était là, Lise Thériault, c'était une équipe excellente, tout ça. Et bon, ensuite, arrivé au fédéral pour faire la suite de tout ça, arrivé au fédéral, il y avait un moratoire, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui étaient rentrés pendant cette période-là, mais qui n'avaient pas de statut, mais qui ne correspondaient pas à ce programme-là. Et le gouvernement Harper avait mis un moratoire, et là, ils voulaient lever le moratoire pour renvoyer ces personnes-là dans leur pays d'origine. Et moi, j'arrive, j'ai parlé à Justin, à l'équipe, puis on a dit non, on va régulariser leur situation. Puis il se trouve qu'on a pris le pouvoir en 2015 et on a régularisé la situation de ces personnes-là. Il faut dire que au niveau immigration, j'étais toujours impliqué, que ce soit au provincial, au fédéral, comme Salim disait, avec les demandeurs d'asile. Je me rappelle quand à Ottawa, ils m'ont demandé d'aller à Miami parce que les gens rentraient, là, allaient au stade olympique, puis les femmes enceintes, la souffrance, les gens qui venaient, puis on recevait à peu près 900 à 1000 personnes qui traversaient par jour, puis c'était pour la plupart des Haïtiens. Et là, on m'a dit, puis moi, j'étais à la maison, puis le premier ministre, Trudeau, Justin m'avait appelé pour me dire « Bon, Emmanuel, voilà la situation, qu'est-ce que t'en penses ?» Puis là,
Je lui avais dit, écoutez, je pars en vacances, là, je m'en vais une semaine, là, je m'en allais à Cuba. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, si vous voulez, je pourrais aller les rencontrer à Miami. Bon, OK. Il a entendu, il m'a rien dit, puis je suis parti. Mais durant la semaine à Cuba, puis là, son équipe me contactait. Quand est-ce que vous allez revenir? J'ai dit, ouais, je reviens. Oui, Emmanuel, bon. Tout de suite revenu de Cuba le dimanche, là, le lundi matin, j'étais à Ottawa, je rencontrais son équipe. Il dit, oui, tu vas faire une conférence, tu vas rencontrer un journaliste, puis tu vas leur dire que tu vas aller à Miami, de la presse canadienne. J'ai dit, ah oui, bon, OK. Puis là, ils m'ont briefé, tout ça, et je l'ai annoncé. Mon Dieu. Je dois vous dire que même les membres de ma famille m'appelaient. Mais pourquoi toi? Pourquoi? Et j'ai un de mes frères qui, lui, a fait l'armée américaine. Il était en Haïti à l'époque. Il paniquait, il m'appelle. Pourquoi tu vas y aller? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, oui, mais non, je m'en vais en mission aux États-Unis. Qu'est-ce qui peut arriver? Et vraiment, je suis allé. Puis bon, le Canada, il y avait plusieurs journalistes là, qui avaient été au départ. Mais moi, quand je suis allé là-bas, je n'allais pas dire aux gens de ne pas venir, ou plutôt j'allais leur parler des politiques d'immigration qu'on avait. Puis je leur disais aussi, écoutez, moi, je suis rentré au Canada dans le cadre d'un programme Opération Mon Pays sous Pierre Elliott Trudeau. Mais il y avait aussi de la fausse information des gens qui disaient que Justin Trudeau allait accueillir un tas de gens, puis ça passait sur les médias sociaux. Donc, j'ai été leur dire, non, c'est pas vrai. Et si vous traversez, voilà qu'est-ce qui va arriver et que les chances pour rester, c'était pas beaucoup. Mais les gens ont quand même pris la chance de rentrer d'autres pays, mais il se trouve que, bon, voilà qu'on a eu la pandémie. Et au niveau de l'immigration, le ministre de l'immigration à l'époque, c'était Manji Chino, me disait, écoute Emmanuel, comment est-ce qu'on peut régulariser la situation de ces personnes-là qui n'avaient pas de statut, mais c'est eux qui étaient dans les hôpitaux, qui travaillaient pendant la pandémie, et puis beaucoup venaient de Montréal-Nord aussi. Donc on a régularisé une bonne partie, là. C'est sûr qu'on voulait beaucoup plus de gens, les anges gardiens. Donc tout ça pour dire que, bon, j'étais impliqué beaucoup dans les dossiers d'immigration, dans les deux paliers. Mais pour moi, c'est ma formation de comptable professionnel agréé que je voulais mettre de l'avant. J'avais commencé au provincial à proposer des choses. J'avais rencontré le premier ministre Jean Charest. Il m'a dit, bon, va voir le ministre du Revenu. À l'époque, c'était Jean-Marc Fournier. Je lui avais présenté tout ça. Et bon, les fonctionnaires du ministère des Finances, avec mes propositions, me disaient, non, c'était pas possible. Il fallait que ça soit fait d'abord au fédéral pour que ça soit fait au provincial. Bon, on m'avait découragé. Je travaillais avec Alain Paquette, tout ça. Puis j'ai laissé tomber. Bon, mais arrivé au fédéral, là, je me suis dit, j'ai ressorti ces documents-là, je les ai peaufinés, je les ai travaillés. Et là, je me dis, je vais faire la proposition. Puis là, on est en 2015. Ça faisait 1 année et demie que j'étais élu. Et bon, Justin avait monté un comité pour préparer la plateforme. Et ce comité-là était composé d'anciens ministres comme Ralph Goodell, tout ça, anciens ministres des Finances, tout ça. Et tous les députés prenaient rendez-vous le soir, allaient faire leur présentation. Moi, je suis allé faire ma présentation. Je ne parlais pas beaucoup anglais. J'ai fait ma présentation. Et les membres du comité étaient là, ils étaient en train de noter. Mais tout était sur la fiscalité. Et en terminant, Ralph Goodell me disait... on aimerait ça que tout ce que tu viens de nous présenter, on aimerait ça que tu le présentes au caucus la semaine prochaine. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, OK, d'accord. Là, j'ai senti qu'il y avait un intérêt. Et là, j'ai pris le temps de travailler avec mon adjoint parlementaire qui, lui, est parfaitement bilingue. Et là, on a travaillé tout ça, les propositions. Et là, j'arrive au caucus, et à l'époque, le caucus, on avait les sénateurs et les députés qui étaient là.
Et j'avais mes PowerPoint, un en anglais, l'autre en français. Et j'ai présenté un certain nombre de politiques fiscales. Et, my God, les gens, là, ont réagi, ils étaient extrêmement contents, etc. Puis là, et le Premier ministre avait dit, écoutez, laissez-moi ça. Enfin, il n'était pas Premier ministre à l'époque. Il avait dit, laissez-moi ça entre les mains. On va s'arranger, on va mettre certains éléments dans la plateforme. Et puis voilà. OK, bon, parfait. Et je continuais à être dans l'équipe, mais en sortant, il y avait Stéphane Dion qui est venu me voir puis qui m'a dit, Emmanuel, c'est excellent, mais on n'a jamais vu ça, là, ces propositions de ce genre, politique fiscale. Et il m'a dit, tu devrais sortir public, tu devrais peut-être faire un projet de loi pour prendre la paternité de ces choses-là. J'ai dit, mais non, Stéphane, écoutez, il va peut-être mettre ça dans la plateforme, donc je ne veux pas lui voler le scoop, là. Et là, Stéphane me regardait dans les yeux, il me dit, écoute, Emmanuel, tu sais, moi, j'ai été chef du parti. Si je te donne un conseil, tu devrais le prendre en considération. C'est bon. Oh! Et là, j'ai pris un recul, j'ai dit, OK. Et je réfléchis, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Puis, un des sujets, j'avais décidé de faire un projet de loi là-dessus. Et je peux vous dire entre vous, là, de tout mon passage en politique, bientôt 17 ans, s'il y a une déception, s'il y a un grand regret, là, c'est ça. Parce que j'ai déposé mon projet de loi en 2015, j'étais dans l'opposition. Oh, non, c'est ça, dans l'opposition. OK. Et sachant que la session allait se terminer, qu'on n'allait même pas débattre de mon projet de loi, mais je voulais inscrire ça dans les annales du Parlement. Et ce projet de loi-là, très brièvement, ça s'appelait « Transfert d'entreprise familiale ». J'avais travaillé avec un comptable au Parlement, rencontré des fiscalistes, j'ai fait plusieurs consultations, mais ce projet de loi-là, depuis le provincial, je l'avais en tête, là, mais tout le monde en parlait dans la littérature, les comptables en parlent beaucoup, mais il n'y avait jamais de proposition. Qu'est-ce que c'est, très brièvement, c'est que si, par exemple, George, tu as une entreprise, bon, ça va très bien, puis là, il arrive un certain âge, tu veux transférer cette entreprise-là à tes enfants. Tes enfants n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent. Mais si tu le vends à Salim, qui n'a pas de lien de parenté avec toi, mais là, tu peux réclamer la déduction pour gain en capital. Donc, c'est-à-dire que il y avait quasiment 850 000 $ à l'époque, et jusqu'à présent, ça existe dans la loi de l'impôt. Tu pouvais ne pas payer de l'impôt sur le premier 850 000 $ de gain. Tandis que si tu le vends à ton enfant, on dit non, il y a un lien de sang, d'adoption ou de mariage, tu n'as pas le droit à cette déduction-là. Donc, j'ai dit, c'est une injustice. Ouais. Si on veut continuer cette entreprise-là dans la famille, c'est ça. Et là, j'ai déposé mon projet de loi et j'avais des groupes comme par exemple la FCEI, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Ils sont venus faire la conférence de presse avec moi. Donc, j'ai sorti mon projet de loi et puis c'est mort au feuilleton. On a pris le pouvoir en 2015 et là, on m'a nommé secrétaire parlementaire. Et comme secrétaire parlementaire, je ne pouvais pas redéposer mon projet de loi. Et il se trouve que pendant cette session-là, la même journée, le NPD et le Bloc, ils ont redéposé le même projet de loi. Là, j'ai dit, aïe, 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 c'est mon projet de loi. Ils n'ont quasiment rien changé. Ouais. Moi, j'avais dit dans mon projet de loi, quand, Georges, tu vends l'entreprise à tes enfants, il faudrait que tes enfants les gardent pendant au moins 3 ans avant qu'ils revendent cette entreprise-là s'ils le souhaitaient. Alors que je pense que le NPD ou le Bloc avait mis 5 ans au lieu de 3 ans. C'est le seul changement qu'ils ont fait. Et c'est un aspect de la loi de l'impôt qui est extrêmement technique. J'avais développé toutes sortes de techniques là, dans le projet de loi, des formules mathématiques pour y arriver. Alors, ce projet de loi a été adopté? Non. En 2015, ça a été refusé. Non, mais
le projet de loi du NPD. Ah non, c'est ça. Le projet de loi du NPD et du Bloc, ouais. à l'époque, avec Bill Morneau, effectivement, tout le monde disait, oui, mais c'est le projet de loi d'Emmanuel. Puis là, bon, on a discuté, on a dit, bon, écoutez, Bill Morneau me disait, on va trouver une façon pour corriger cette situation-là d'entreprise familiale. Donc, Emmanuel, il faudrait convaincre tes collègues là, de ne pas voter pour. OK, ben c'est ce que j'ai fait. Et puis, bon, après, on allait travailler ensemble pour trouver une solution. Bill Morneau est parti. Là, on tombe en élection en 2019. Et 2019, cette fois-ci, c'est les conservateurs qui ont déposé le projet de loi. Le même projet de loi, sauf qu'ils ont rajouté un article là, qui vient modifier l'article 55 de la loi de l'impôt, qui est un peu controversé. Et là, ça a été jusqu'en comité parlementaire. Et les fonctionnaires sont venus, il y a tout le monde est passé en comité parlementaire. Ils disaient, écoutez, enlevez l'article 55, mais tout le reste, là, c'est ce qu'on souhaite là, pour nos entreprises. Les enfants, on veut aider nos enfants, on veut garder les entreprises dans la famille, etc. Et il faut dire que quand on est arrivé pour voter, beaucoup de libéraux, là, effectivement, ont voté pour, parce que c'est ce que les gens voulaient. C'est sûr que le cabinet ministériel, bon, n'a pas voté pour, mais maintenant, aujourd'hui, ça a reçu la sanction royale. Donc, c'est loi. Donc, c'est sûr que quand je vois tout ça, j'ai dit un projet de loi que tous les partis d'opposition ont déposé, etc. Donc, ça veut dire que le besoin était là, l'engouement était là. Et bon, je me dis, il faut que les gens remontent dans les annales pour dire que c'est le projet de loi d'Emmanuel, etc. Au moins, il y a une trace de ça, c'est certain. Absolument. Puis effectivement, ensuite, quand tu es rendu dans un gouvernement minoritaire, il y a aussi une dynamique parlementaire à respecter. Oui. George, avais-tu quelque chose pour Emmanuel? Moi, j'aurais une dernière question à la fin. Là. Ouais. Dans le fond, c'est ça. C'est parce que récemment, tu as annoncé que tu n'allais pas te représenter. On ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir les prochaines élections. Là. Hypothétiquement parlant, si ça peut aller jusqu'en 2025, là, disons que maximum 2025, là, cette décision-là de... c'est sûr que c'est pas une décision qui se prend, qui se prenne d'un jour à l'autre, là. Mais c'est quoi qui t'a mené à cette décision-là de dire, OK, j'ai fait ce que j'ai fait, c'est le temps de me retirer? Plusieurs choses. J'y ai réfléchi effectivement pendant longtemps. Et je dois vous dire que, je me rappelle peut-être après les élections de 2019, j'hésitais. Puis là arrivent les élections de 2021, je me suis présenté encore, j'hésitais. Puis j'en parlais aussi au Premier ministre de mon état d'âme, tout ça. Mais je suis resté après 2021 parce que il y avait cette situation politique-là en Haïti et les dirigeants en Haïti avaient demandé de l'aide pour pouvoir aider au niveau de la sécurité. Et moi, comme je dis, ça fait 50 ans que j'ai quitté. Puis en discutant, tout ça, je trouvais que c'était l'opportunité pour moi d'apporter un grain de sel dans la politique en Haïti, même si je n'ai jamais participé à quoi que ce soit, je ne connais pas les gens non plus. Mais mon gouvernement, le Premier ministre, était prêt à aider Haïti et puis de façon à établir une fois pour toutes la démocratie en Haïti. Et en tant que seul député d'origine haïtienne, j'ai fait mes 6 ans seul à Québec et là 10 ans seul à Ottawa. Je suis resté pour aider effectivement dans les prises de décision, discuter et tout ça. Mais vous connaissez la situation aussi bien que moi, ça perdure. Ouais. Et puis le Canada avec les moyens du Canada aussi là font en sorte que ça n'avance pas, corruption endémique en Haïti, bref. Puis là, je me suis dit, écoutez, là, je pense pas que je peux jouer grand rôle là dans ça là pour rétablir cette démocratie-là en Haïti. Je demeure d'origine haïtienne, c'est vrai, je suis toujours intéressé à tout ça. Mais ensuite,
J'ai commencé à penser, là, parce que là, la décision aussi a été prise parce que j'approchais mes 65 ans. En décembre dernier, j'ai eu 65 ans, 17 ans en politique. En même temps, j'ai fait les 3 paliers aussi au fédéral, minoritaire, majoritaire, puis opposition. Et puis, je me demandais, je fais quoi? Parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement actif aussi, créatif, je peux dire. Et dans mon comté, ça va excessivement bien. J'ai commencé avec 45% des voix et aux dernières élections, j'ai terminé avec 60,3% là, des voix. Donc, t'aurais le droit de profiter aussi un peu de la vie, puis de, je sais pas, tu sais, on peut rester actif sans être nécessairement en politique. En politique, et effectivement, et puis la famille, je suis grand-papa, tout ça. Donc, tous ces éléments-là arrivaient, et puis je me suis dit, voilà, mais en même temps, j'ai des employés avec moi et puis j'ai été élu pour un mandat. J'ai dit, bon, je vais respecter tout ça. Donc, j'ai dit que j'allais quitter à la fin du mandat. Et parmi mes employés, je dois vous dire, j'ai une de mes employés depuis 2007 qui est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, par respect pour ces gens-là, par respect pour la population, mes collègues, j'ai dit, il n'y a rien qui me poussait à partir. Donc, je me dis, je vais l'annoncer tout de suite et puis voilà, le parti va avoir le temps de faire des activités de financement, trouver un ou une candidate. Pendant autre investiture. Oui, une autre investiture s'il y a lieu. Puis là, bon, il semblerait qu'il y a déjà beaucoup de demandes. Bon, ben, ça va être à suivre, mais je pense que c'est une nouvelle étape là, qui commence dans ma vie et côté professionnel, je suis toujours bien impliqué avec l'ordre des comptables agréés. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes d'avoir beaucoup de discipline et de persévérance. Pour conclure, quand je parlais de l'ordre des comptables agréés, que j'avais échoué l'examen une première fois, j'ai réussi ensuite. Là, maintenant, j'ai le titre de fellow. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis extrêmement fier. Et l'ordre a fait appel à moi maintenant pour être membre du jury pour choisir les prochains fellows. Okay. Donc, j'ai dit, c'est tout un accomplissement. À l'UQAM, que j'ai enseigné pendant 2 ans, j'ai reçu un prix hommage là, pour la qualité de mon enseignement à l'UQAM. Au Mali, c'est des prix à n'en plus finir, à l'Agence du revenu du Canada. Donc, je me suis dit, c'est le temps de passer le flambeau. Je ne sais pas si tu es au courant, Emmanuel. Il y a une position qui est libre au Parti libéral du Québec. Elle est très bonne. Je passe mon tour. Je passe mon tour et... bon, tu vois, on a un scoop. On a un scoop, il ne va pas y aller. Non, pas du tout. Non, j'ai pas Emmanuel, j'ai une question pour toi. Oui. Ah oui, là, les questions... piège arrive. Non, je blague. Elle est pas si piège, mais elle requiert probablement de toi un peu d'ouverture sur. Tu as manifesté beaucoup à la fois de respect et de comment dire beaucoup de respect pour les chefs que tu as eus, et qui ont été des premiers ministres, donc Jean Charest, mais aussi beaucoup d'affection pour Justin Trudeau comme premier ministre du Canada. J'y pensais en même temps qu'on en parlait tout à l'heure. Jean Charest a échoué à la course à la chefferie du Parti conservateur. Oui. Bon, il est même pas passé proche de gagner, mais regarde, faisons jeu de la fiction. S'il avait gagné, t'aurais eu 2 personnes pour qui t'as énormément de respect et d'affection de part et d'autre, qui se seraient affrontées. Évidemment, ceux qui les connaissent savent que c'est des personnes très respectueuses, donc ils auraient très bien pu être adversaires tout en se respectant, ce qu'on n'a pas toujours vu nécessairement en politique. C'est vrai. Donc c'est 2 gentlemen, ça c'est sûr. Mais
ma question, c'est pas de te dire qu'est-ce que t'aurais fait, mais parce que t'aurais été forcément avec un parti, là, mais quoique t'aurais peut-être annoncé plus tôt que tu te représentais pas, je sais pas. mais ma question, c'est comment t'aurais vu ça? Tu sais, genre un moment de fiction là avant de finir. Oh my God, non, c'était extrêmement difficile. C'était extrêmement difficile et j'imaginais toutes sortes de scénarios dans ma tête et effectivement, comme je vous ai dit, en faisant le saut au fédéral, le principal appui que j'avais là, c'était de Jean Charest quand j'allais avec Justin. Et là, je me retrouve là, je me sentais mal, mais en même temps, Jean Charest avec toute sa prestance là, comme grand chef d'État, et puis avec toute notre relation, notre amitié, mais pendant toute cette période-là, on n'avait aucun contact. Aucun contact. Je me sentais mal, je suivais sa campagne, je me disais... Qu'est-ce que j'aurais souhaité vraiment? Je voyais les gens qui contribuaient à ces activités de financement. Je suivais d'un œil intéressé, mais je crois que... Garder une réserve. Oui, réserve. Puis étant donné ma personnalité, celle de Jean Charest, jamais un journaliste non plus sur la colline parlementaire m'a approché pour me dire c'était quoi. Parce que, au niveau des conservateurs, la plupart des députés de Québec là, allaient avec Jean Charest. Puis, j'avais siégé à Québec avec Dominique Vien. Ben oui. Non, je l'ai rencontré, il me disait « Hey, Manu, qu'est-ce que tu fais, Manu? » Là, je disais rien, mais aucun journaliste m'avait approché. Mais c'est un scénario vraiment là... Oh ouais, Mais l'autre chose, inversement, n'oublions pas que dans les conservateurs, il y a Gérald Deltel qui était contre Jean Charest au provincial. Puis moi, je pensais, cette dynamique-là, pour moi, c'était beaucoup plus intéressante. Et lui qui l'appuyait. T'as critiqué Jean Charest tellement de fois en opposition. Puis là, si jamais il serait élu chef de ton parti, c'est vraiment drôle, la politique. Oui, absolument. Et c'est sûr que, bon, j'ai suivi ça, etc. Bon, là, c'est... non. Bon. Sincèrement, là, je sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, là, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait ou quelle attitude que j'aurais adoptée. Et puis, peut-être comme tu as dit, est-ce que j'allais précipiter ma décision? Parce que, écoutez, là, je me vois pas en chambre adresser une question à Jean Charest alors que je suis de l'autre côté, tout ça, là. Ouais. Donc, c'était quand même difficile. Mais il faut dire que, quand même, ces deux politiciens-là, Jean Charest et Justin Trudeau, le respect. Mais ils se respectent. Ils se respectent. Puis, je pense même que monsieur Trudeau... Charest a fait plusieurs mandats aussi pour le gouvernement. Mais c'est ça que j'allais dire. Puis, il y a des anciens ministres du gouvernement de monsieur Trudeau qui ont fait des déclarations sur les médias sociaux, notamment par rapport à Jean Charest. Je pense notamment à l'ancienne ministre de l'Environnement qui disait que Jean Charest était l'un des rares conservateurs qui comprenait l'environnement. Oui. Ce qui était rare. Bon, ensuite, et elle faisait plus de politique. Elle était déjà, donc elle n'était pas obligée de dire quelque chose de ce genre-là. Absolument. Mais voilà, c'est intéressant. Non, mais c'est ça. C'est sûr que le grand public n'est pas au courant, mais que ce soit les grands dossiers que Jean Charest a menés, etc. Puis là, qu'on voyait les premiers ministres se rencontrer en Europe, là, il l'invitait lors des signatures là, des grands dossiers, des grands contrats. Quand, par exemple, on voulait avoir une place là, aux Nations Unies, mais Jean Charest, tout le monde s'est impliqué. Et Jean Charest venait au Parlement, mais on n'a pas à cacher quoi que ce soit. Ouais. Là, on a non seulement des affinités, mais j'étais membre de l'équipe. Là, ouais. Donc, mais Justin n'a jamais fait aucune allusion à ça. Et Jean Charest dans sa campagne, ne s'est pas attaqué personnellement. Il s'est attaqué au gouvernement peut-être, mais pas... Oui, il y avait ses politiques, là, effectivement. Puis bon, c'est de la politique aussi. Oui, absolument, absolument. Donc, en tout est parti, là, c'est vraiment... C'est des collègues, et même aujourd'hui avec les collègues de les oppositions,
Les relations sont excellentes. C'est vrai que mais ça, quand les caméras sont là, c'est autre chose. Mais c'est l'autre chose que souvent les gens ne voient pas, hein, parce qu'on s'habitue à voir 1 heure de questions de période où c'est le chaos total. Absolument. Et derrière les caméras, il y a une collégialité puis une amitié énorme entre les collègues. Non, c'est... Et ça, avec tous les partis, moi, bon, là, il est plus en politique. Makakoto, on s'écrit, on s'échange, on se parle. Donc, c'est penser au bien commun, penser à la population qu'on sert, le service public. C'est ça qu'on doit avoir d'abord et avant tout dans nos têtes, dire que je suis là pour ça, je suis payé pour accompagner ces personnes-là. Et une chose encore à la fin, dont je peux dire, dont je suis fier, ma communauté d'origine n'était jamais aussi impliquée en politique là, depuis 2007. Mais là, maintenant, on y va jusqu'à avoir des programmes fédéraux pour les communautés noires, pour les aider à se consolider, etc., tout ça. Puis on parle de millions, des prêts pour les organismes communautaires. Quand il y a une activité à Ottawa, ils viennent, ils prennent les lieux pour eux. Puis on a beaucoup d'employés là dans les cabinets de ministres, du Premier ministre. Donc, moi, je suis fier, je pars, mais je me dis, la relève est là. Elle est là. Et en terminant, je regarde, j'ai dit, ça aussi s'est passé dans ma tête comme décision, parce que là, on a Madoua Nikakadé qui est député. Qu'on a reçu. Que vous avez reçu, très bien, dans Bourassa Sauvé, qui partage avec moi le comté. Mais Madoua a été à l'école avec mon plus jeune garçon. Donc, quand je regarde ça, puis Madoua me disait, tu es le premier politicien que j'ai rencontré, j'ai pu parler. Donc là, je me dis, non, Emmanuel, là, c'est le temps de céder ta place. Donc, voilà, la décision est tombée. On a pris beaucoup de ton temps, Emmanuel, puis on te remercie. Juste, vraiment, maintenant, en terminant, là, il y a un gros chapitre qui se ferme devant toi. Tu as tout le temps du monde, tu as tout l'espace de faire ce que tu veux. Est-ce que tu commences à faire un petit plan là, Non, je m'attarde pas là-dessus. Parce que je me dis, je vais jusqu'à octobre 2025 et je suis confiant qu'on va se rendre jusqu'en octobre 2025. Je me laisse aller. Je continue à servir là dans le comté de Bourassa comme si j'avais pas annoncé ça, présent dans les activités, rendre hommage aux gens, les mettre ces personnes-là de l'avant qui font des choses extraordinaires. Et je me suis dit, je me suis jamais battu là vraiment là pour l'enseignement, Revenu Canada, tout ça. Je me dis, voilà, je suis là, puis on verra. Mais une chose est certaine, je ne cours plus après des titres ronflants, là, dire que j'apprécie, là, être député, être fellow, être... non, là maintenant, là, c'est à moi. Exact. C'est vraiment à moi, ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Et... Bravo. C'est magnifique, Emmanuel. Puis honnêtement, ça m'a fait tellement du bien de te revoir, là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Beaucoup de temps. Donc, on l'apprécie. Mais ça paraît qu'on a apprécié parce que je pense que c'est l'épisode le plus long qu'on a fait. Exact. Donc, voilà un autre titre là, que tu peux avoir. Oui. L'épisode le plus long. L'épisode, oui. Et tout le monde, merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur les plateformes audio. Merci de tout votre appui. On vous apprécie. Envoyez-nous vos messages, on les lit et ça fait chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. Et on se voit encore la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye. Bye.